Bonsoir et bienvenue dans Sport Avancé, la chaîne qui lie politique et sport. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match d'échecs. Vous allez me dire, les échecs, ce n'est pas un sport. Figurez-vous que l'effort mental nécessaire pour jouer aux échecs est bien plus important que dans tout autre sport. Maintenant, Fischer-Spassky, ça ne vous dit rien? C'est bien le match le plus médiatisé de toute l'histoire des échecs. En effet, on l'appelle carrément le match du siècle. Avant toute chose, laissez-moi vous présenter comment marche une partie d'échecs. Une partie d'échecs peut avoir trois issues. La victoire des pions noirs, la victoire des pions blancs, ou un match nul. Un match nul arrive quand les deux adversaires voient qu'ils ne peuvent pas prendre le dessus par rapport à l'autre. Une victoire rapporte 1 point, une défaite rapporte 0 point, et un nul apporte un demi-point à chacun des deux concurrents. Le championnat du monde des échecs est organisé d'une manière bizarre. Il y a un tournoi des candidats tous les 3 ans, où tous les candidats à être champions du monde vont s'affronter. Ensuite, le gagnant de ce tournoi va affronter le tenant du titre. Depuis 1963, le tournoi des candidats est organisé différemment. C'est un tournoi à élimination directe. C'est-à-dire que le premier qui arrive à un certain score accède à la phase suivante, c'est-à-dire quart de finale, demi-finale, finale. Ensuite, si on gagne la finale, on accède bien évidemment à la grande finale contre le tenant du titre. La grande finale est organisée d'une manière qui avantage le tenant du titre, c'est-à-dire qu'il y a au maximum 24 parties. Dans ces 24 parties, le tenant du titre doit marquer 12 points, tandis que le concurrent doit marquer 12,5. Fischer et Spassky vont être les protagonistes de la grande finale. Les deux sont très différents, de par leur origine, Spassky soviétique, Fischer américain, et de par leur caractère, Spassky plutôt sérieux et Fischer un peu plus fou. Comme vous savez, l'Union soviétique et les États-Unis sont en duel constant depuis 1947, dans le domaine de l'armement, dans le domaine des sports, en passant par la conquête de l'espace. Même si en 1972, nous sommes dans la période dite de détente, ça n'empêchera pas à toute la population mondiale de suivre ce duel. Spassky, comme je l'ai dit, est soviétique. Il naît en 1937 dans une famille moyenne de Leningrad, actuellement Saint-Pétersbourg. À l'âge de 4 ans, il devra fuir sa ville à cause des attaques allemandes. Un peu plus tard, il pourra revenir dans sa ville et commencer à jouer aux échecs. C'est là qu'il va développer une grande passion et un grand talent, au point que le gouvernement soviétique, alors qu'il n'avait que 9 ans, le repère et l'encourage à continuer dans cette direction. Il commence à gagner tournoi sur tournoi, jusqu'en 1956, où il va accéder pour la première fois à son tournoi des candidats. Malheureusement, ce sera un grand échec pour lui, mais c'est surtout pas ça qui va l'anéantir. Il va continuer à jouer pour revenir plusieurs années plus tard. 9 ans plus tard, en 1965, il va accéder à la grande finale contre Tigran Petrosyan, une autre légende soviétique des échecs. Il va malheureusement perdre, mais ne va pas baisser les bras. Au contraire, il va se battre pour réaccéder une deuxième fois à la grande finale 3 ans plus tard et va battre son grand ennemi Tigran Petrosyan. Bobby Fischer, de son vrai nom Robert James Fischer, né en 1943 à Chicago d'une mère juive allemande. Durant sa jeunesse, il vivait avec sa sœur, qui lui a acheté son premier jeu d'échecs à ses 5 ans, et sa mère. En 1951, il intègre son premier club d'échecs. 6 ans plus tard, il sera champion des États-Unis entiers. Alors qu'il n'a que 16 ans, il quitte l'école et se rend à son premier tournoi des candidats. Il ne dépassera pas la 5e place. En 1960, il affronte pour la première fois Spassky. Ce sera directement une défaite pour lui. En 1962, après sa deuxième défaite au tournoi des candidats, il publie un article dans lequel il dénonce la facilité avec laquelle les joueurs soviétiques s'accordent l'égalité. En effet, il estime que cette manœuvre permet aux joueurs soviétiques de plus se reposer pour être meilleurs les jours d'après. Après la publication de cet article, il se rend invisible à la presse internationale et on n'entend plus parler de lui. De 1963 à 1965, il enchaîne les petits boulots comme les parties simultanées ou certaines conférences. Après 2 ans sans presque aucune compétition mondiale, il revient enfin sur le circuit international. Il veut participer au tournoi des candidats, mais n'est malheureusement pas qualifié, étant donné qu'il n'a pas fait assez de tournois internationaux. Heureusement, Palbenko va désister et lui laissera sa place. Bobby Fischer joue et écrase ses adversaires 6-0 et 6-0 en quart de finale et en demi-finale. En finale du tournoi des candidats, il va jouer contre Tigran Petrosyan. Il va le battre facilement et pour accéder à la grande finale contre Boris Spassky. Tout était prêt pour cette finale. Spassky avait la lourde tâche de maintenir la nation soviétique au sommet, tandis que Fischer, beaucoup plus calme, se permettait de critiquer les Américains en leur disant qu'il serait mieux d'ouvrir un livre à la place de regarder la télévision. Cela n'empêchera pas la nation américaine de le supporter du début
à la fin de cette partie. On n'attendait plus que les deux concurrents. Spassky se présente, Fischer n'est pas là. Il réclame 30% en plus de recettes et l'interdiction des caméras. La Fédération internationale d'échecs ne pourra pas accepter, étant donné que Chester Fox, la compagnie qui diffuse la totalité des parties, finance en grande partie le tournoi. Il faudra attendre la donation anonyme d'un joueur d'échecs londonien et un appel de Kissinger pour convaincre Fischer. Il se présente donc avec 2 jours de retard. Après toutes ces péripéties, la 28e finale des championnats du monde d'échecs démarre enfin à Reykjavik le 11 juillet 1972. Spassky, à les blancs, déplace son pion de D2 à D4 et c'est le départ. C'est le début d'une finale qui va marquer l'histoire. La partie est difficile pour Fischer. Au 29e coup, il attrape un pion empoisonné et perd la partie. Fischer ne joue pas. L'arbitre lance donc le compte à rebours de 1 heure. Fischer ne joue toujours pas. 2-0. Victoire pour Spassky. Si Fischer ne revenait pas le lendemain, il aurait automatiquement perdu 12-0. Spassky ne voulait pas ça et voulait une victoire honnête. Spassky accepte la demande de Fischer et les deux vont jouer dans une salle annexe. Spassky arrive encore dans cette salle et Fischer est encore absent. Il arrive avec 5 minutes de retard, ce qui va affecter considérablement le moral de son adversaire. Fischer joue avec les noirs et après une simple erreur de Spassky, Fischer le bat 2-1. C'est la première victoire de la carrière de Fischer contre Spassky. Les cartes sont à nouveau mélangées, ce qui surprend le public, mais ce qui surprend encore plus, c'est le sentiment de légèreté avec laquelle Fischer a battu Spassky. On aurait l'impression qu'il n'a vraiment rien eu à faire de si spécial, de la facilité et de la maîtrise du jeu. Dans la 4e partie, Fischer joue mal mais arrache un nul. Dans la 5e partie, Spassky commence très bien. Il va faire une terrible erreur qui va anéantir sa partie. Ça va laisser de la place à Fischer. Fischer va s'imposer, 2 points et demi partout. Spassky va être anéanti moralement. Il gagne 2-0 et après 3 parties, il se retrouve à égalité. La 6e partie est l'une des plus connues. Elle est le fruit d'un coup de génie de Fischer, qui change complètement sa manière de commencer la partie, ce qui va surprendre Spassky et sa préparation minutieuse. Il domine et gagne la partie. Il venait d'exécuter à la perfection une stratégie qu'il n'avait jamais essayée en partie. Une standing ovation s'impose, et par pur fair play, Spassky se lève aussi et applaudit. 3,5 à 2,5 pour Fischer. Avant la 9e partie, Spassky tombe mystérieusement malade. Et après ça, le gouvernement soviétique va demander à Spassky de se retirer et demander la victoire par forfait. Spassky refuse la demande en étant conscient des risques que cela engendre. S'ensuit cette égalité où il ne se passe que des choses extrasportives, comme Chester Fox qui réclame 2,5 millions de dollars à Fischer en prétendant qu'il n'est pas respecté les normes du contrat. Ou sinon les soviétiques qui accusent Fischer d'hypnotiser Spassky avec des éléments chimiques, ce qui est totalement encore faux. Après plusieurs fouilles, rien n'a été trouvé. Comme j'ai dit, les parties s'en suivent, on arrive à la 21e, et là, c'est la fin. Spassky commence mal, la partie est ajournée, et Spassky va déclarer forfait par téléphone dans la nuit. L'Union soviétique est choquée par cette défaite, va prendre sa revanche quelques jours plus tard, lors de la finale des Jeux Olympiques contre les États-Unis, avec un panier à la dernière seconde plus qu'absurde. Certains disent que Fischer était imbattable à l'époque. C'est probablement ça. Il avait une maîtrise parfaite du jeu et connaissait toutes les stratégies possibles, comme vu dans la 6e partie. Malheureusement, on ne sait pas combien de temps Fischer aurait pu rester au sommet. 3 ans plus tard, alors qu'il doit défendre son titre, il ne se présente pas. Encore une histoire d'argent. Il déclare donc littéralement forfait. Nous nous retrouvons prochainement dans une nouvelle vidéo qui va traiter du plus grand combat de boxe de tous les temps. Merci et à bientôt.